Bonsoir, merci d'être au rendez-vous du club Le Figaro International. Fin février, les États-Unis ont accusé la Russie de se préparer à mettre en orbite une arme nucléaire, mettant en garde leurs alliés contre une menace ou un danger potentiellement immédiat. Ainsi, soudain a surgi le spectre d'une guerre spatiale qui s'ajouterait aux tensions déjà nombreuses sur notre vieille planète. Assez intriguant en tout cas pour qu'on pose la question, quels enjeux et quelles compétitions se jouent dans l'espace ? Est-ce simplement la projection des tensions géopolitiques que nous connaissons ici-bas ? Y a-t-il des garde-fous pour empêcher une guerre spatiale ? Nous en parlons avec mes invités juste après le générique. Florence Gaillard-Zborowski, bonsoir. Vous êtes chargée de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions spatiales, notamment de la politique spatiale des pays émergents, Inde, Iran, Corée, Brésil, etc. Et vous avez publié l'an dernier la géopolitique de l'espace à la recherche d'une sécurité spatiale en mai 2023 aux éditions Le Cavalier Bleu. Philippe Aquileas, bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Sud, directeur de l'Institut du droit de l'espace et des télécommunications, l'IDEST, que vous avez fondé au sein de la même université Paris-Sud. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications universitaires et vous avez co-dirigé avec Willy Micallef un ouvrage de référence qui s'intitule « Innovation et droit international » en 2017 aux éditions Pédon. Cyril Van Lerberghe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef du service Sciences et Médecine du Figaro. Vous chroniquez régulièrement l'actualité spatiale, depuis les programmes de la NASA ou de l'Agence spatiale européenne, jusqu'aux audacieuses aventures spatiales d'Elon Musk et de Jeff Bezos. Et Nicolas Barotte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué de cette émission, correspondant défense du Figaro. Vous suivez depuis plusieurs années maintenant le développement de la militarisation croissante de l'espace et de la stratégie des armées dans ce domaine. Merci à tous les quatre. Alors, vaste sujet, par définition. Que se passe-t-il ? Commençons par la base. Que se passe-t-il dans l'espace, cet environnement que l'on connaît mal, où on nous dit qu'il y a au moins 10 000 satellites actuellement. Florence, un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Florence Gaillard. Environ 7500, 7600 satellites opérationnels qui sont effectivement en orbite. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une transformation de l'écosystème spatial auquel on était habitué depuis une dizaine d'années, avec un phénomène de multiplication des acteurs de la Déjà communauté. 2500 satellites lancés en 2023, j'ai lu quelque part. Oui, avec plus de 212, environ 212 lancements, là où en 2016, on était à 85 tirs par an. D'accord. Donc on s'aperçoit qu'il y a une croissance exponentielle à la fois des lancements et à la fois des objets qui sont mis en orbite. Quand vous dites objet, c'est toujours des satellites ou ça peut être autre chose ? Alors c'est essentiellement des satellites. Il peut y avoir des sondes, voilà, des choses comme ça, mais c'est essentiellement des satellites. Donc on assiste à une densification en fait de l'occupation de l'espace, à une multiplication des acteurs et à une part de plus en plus importante du privé dans les activités spatiales, sachant que on a été longtemps habitué à ce que ça soit essentiellement quelque chose de gouvernemental. On parlait de grandes puissances spatiales, de grands pays spatiaux, etc. Fabrice, Cyril, pardon, l'irruption du privé, c'est vraiment le phénomène nouveau. Oui, et le coup d'accélérateur dont parle Florence Gaillard-Zborowski, c'est SpaceX. SpaceX, à la fois pour le nombre de lancements... SpaceX, c'est Elon Musk. C'est Elon Musk, ils ont là... Monsieur Twitter, Monsieur Tesla. Oui, et il a le lanceur le plus efficace aujourd'hui sur le marché, Falcon 9, qui est à moitié réutilisable. Ils ont fait 96 lancements l'année dernière. Et la grosse partie des nouveaux satellites dans l'espace, c'est Starlink, sa constellation d'Internet à très haut débit, qui est au départ une offre commerciale et qui a tout de suite intéressé les militaires. On l'a vu en Ukraine tout de suite, au début du conflit. Alors c'est colossal. À terme, c'est combien ? 42 000 satellites ? Alors, c'est plusieurs dizaines de milliers, on ne sait pas exactement combien, parce que les plans changent en permanence. Aujourd'hui, il y en a 5 000 déjà actifs, des satellites Starlink qui couvrent la planète entière. Et on en entend beaucoup parler au-dessus de l'Ukraine. Mais on entend parler au-dessus de l'Ukraine parce que c'est un moyen pour les forces ukrainiennes de communiquer et d'échanger des données de manière hyper efficace, où qu'ils soient sur le terrain.
une simple antenne de 40 cm de diamètre, et on communique avec du très haut débit. C'est la même vitesse que la fibre. L'Internet qu'on a chez nous avec la fibre. Avec Starlink, c'est la même vitesse, ou partout sur la planète. Donc pour les militaires, ça a été une espèce de révélation. Est-ce que ça va rendre la fibre précisément obsolète, ou est-ce que dans quelques années, on sera tous directement connectés au satellite? Alors là, je ne veux pas faire de prévision, mais non, le but d'Elon Musk, c'est aussi de rendre ces services de haut débit accessibles aux mobiles. Ouais. Donc les nouvelles générations de satellites qui arrivent, Starlink, sont des satellites plus gros, plus puissants, qui vont essayer de faire des liaisons directes de satellite vers mobile. C'est quelque chose qui ne marche pas encore très très bien. On en est au stade du texto. D'accord. On en voit quelques signaux. Avant d'en venir aux menaces, il faut peut-être encore expliquer, peut-être Philippe Achilleas, la donne, parce qu'il y a 3 orbites. Et j'imagine que ce ne sont pas les mêmes satellites, ce n'est pas exactement les mêmes intérêts en jeu. Exactement. L'orbite la plus éloignée, c'est l'orbite géostationnaire, 36 000 km d'altitude. À cette distance, les satellites gardent une position fixe par rapport à un point sur Terre. Et cette orbite est principalement utilisée pour des gros satellites de télécommunications qui permettent de transmettre aussi des contenus vidéo et audiovisuels, ainsi que des satellites de météorologie. D'accord. On se rapproche de la Terre, des orbites moyennes autour de 20 000 km d'altitude, où vous trouvez les constellations GPS, notamment pour la navigation, la localisation. Et puis, beaucoup plus proche de nous, les orbites basses, très basses, autour de 400-500 km. Oui. Et là, on va trouver les satellites qui permettent à la fois d'observer la Terre, donc les satellites d'observation, les satellites... Y compris d'espionnage. Exactement. Donc. Et les satellites de télécommunication qui fournissent une connectivité très haut débit à l'Internet. C'est-à-dire qu'Elon Musk, il est sur les orbites basses? Oui, que l'orbite basse, oui. Ouais. Et alors, quel type de télécom sont sur les orbites géostationnaires? Le point-à-point, principalement, c'est-à-dire d'un point fixe à un autre point fixe sur Terre, mais aussi, on a une offre d'accès à l'Internet haut débit, mais qui n'est pas aussi compétitive que celle que l'on peut avoir sur les orbites très basses, parce que le délai de latence pour qu'une communication puisse atteindre l'orbite géostationnaire et revenir sur Terre est un peu trop long pour un usage confortable de l'Internet. Et est-ce que, pour en finir avec ce point-là, est-ce que les satellites d'orbite basse vont rendre obsolètes à leur tour les satellites géostationnaires à terme? Non, sont 2 marchés, enfin, les entreprises qui sont positionnées sur le géostationnaire. Il y a des avis un peu divergents là. Pour la télé, le géostationnaire est très utile. On diffuse le même signal à des millions de spectateurs. Donc là, le géostationnaire, une grosse couverture, c'est très utile. On voit pour les communications à haut débit, là, l'orbite basse, il y a pas mal de gens qui pensaient que c'était impossible, ce qu'a fait SpaceX avec Starlink. Oui. Et ils pensaient que ces satellites-là risquaient de nous tomber sur la tête? Non, ils pensaient qu'on n'arriverait pas à gérer la communication de satellite à satellite. Parce qu'il y a 5000 satellites. D'accord. Pour faire une liaison entre Tokyo et Paris, il faut passer par plusieurs satellites parce qu'ils sont trop bas en fait pour faire un seul passage. Donc ça demande une complexité dans la gestion de ces informations. Mais que l'informatique permet aujourd'hui. Voilà, et l'IA permet de gérer tout ça, mais c'est quelque chose qui n'était pas du tout donné à l'avance. Alors, venons-en aux menaces. Nicolas Barotte, c'est très encombré cet espace, l'espace avec un grand E. C'est très encombré et c'est très compliqué d'y accéder, de savoir ce qui s'y passe. C'est très utile pour les militaires parce que ça leur permet de communiquer pour les opérations, d'avoir du renseignement sur ce qui se passe sur le terrain, d'écouter les théâtres. Mais toute la difficulté, c'est de pouvoir y accéder et de savoir ce qui s'y déroule parce que par définition, on n'y est pas et donc il faut beaucoup de capacités radar aussi pour savoir où sont les différents satellites en orbite pour pouvoir prédire aussi tout le déroulé de ces satellites en orbite. Et c'est très compliqué parce qu'on ne les voit pas, il faut pouvoir prévoir leur orbite et pouvoir les suivre pour pouvoir déterminer si tel satellite est un espion, une menace, un enjeu. Et donc pour les militaires, il y a aussi un défi technique de connaissance du domaine spatial. Il y a quoi? Il y a environ 90 nations qui ont des satellites en orbite. Il y a une centaine de nations qui sont propriétaires de satellites. Mais je voulais juste revenir sur la notion de puissance spatiale. Qu'est-ce qu'on appelle une puissance spatiale? C'est un pays qui a une capacité d'accès autonome à l'espace. D'accord. Et la vraie puissance spatiale, je dirais, c'est celle qui a accès à toutes les orbites dont parlait Philippe. Donc c'est les États-Unis.
Pas que les États-Unis, la Russie, la Chine. Mais il y a une grande hégémonie, non? Mais il y a une grande hégémonie. Mais de toute façon, aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de budget, sur l'année 2023, on était à peu près à 117 milliards de budget mondial pour le spatial, 73 milliards pour les États-Unis, budget civil et militaire confondus. Donc effectivement, ils concentrent une grosse partie du budget, ils concentrent une grosse partie des satellites qui sont en orbite. Donc les États-Unis sont une hyperpuissance, si on peut parler comme ça, en matière spatiale, effectivement. Mais alors, lorsqu'ils disent les... Qui rattrapent à toute vitesse. Et la Chine, qui a pour objectif, effectivement, de rattraper... Mais qui a un budget beaucoup moins important à ce stade, n'est-ce pas? Officiellement, elle a un budget aux alentours de 14-15 milliards de dollars par an. C'est toujours très compliqué d'évaluer le budget chinois, de toute façon. En termes de sources, c'est très compliqué. Donc c'est une estimation. Et cette compétition-là, ça relève de la géopolitique classique ou c'est quelque chose d'autre? Alors je dirais que la compétition, la grille de lecture de la Chine comme compétiteur, c'est vraiment une grille de lecture américaine. La Chine, aujourd'hui, se voit pas spécialement comme un compétiteur, mais comme une nation qui veut rattraper son retard et rivaliser, effectivement, avec les plus grands. Oui, mais pas seulement pour le plaisir de rivaliser, parce qu'il y a un gain important en termes de renseignements, de géo... Il y a de toute façon, effectivement, un apport par les technologies spatiales. Aujourd'hui, le spatial, ça fait partie des infrastructures réseau, complètement. Ouais. Donc on est aussi dans des ambitions de géopolitique de l'économie, de géopolitique de la connaissance. Ça va au-delà d'une géopolitique traditionnelle de rivalité ou de conflit entre États, pour rentrer dans une géopolitique beaucoup plus large, en rapport avec l'économie, la connaissance. Alors, est-ce que cet univers-là est régulé, Philippe Aquileas? Alors, il est en effet régulé à la fois par le droit international et par certaines législations nationales. Et tout commence à l'ONU dans le contexte de la guerre froide et de la course à la Lune, lorsque les États-Unis et l'URSS décident de se mettre autour de la table pour clarifier les règles du jeu. Et donc proposent l'adoption d'un traité, qui est le traité de l'espace de 1967. Et là, on est vraiment au cœur du droit international de l'espace. Mais ensuite, parce que... Dites-nous en deux mots ce qu'il contient, parce qu'il fixe des grands principes, ce traité. 3 grands principes qui caractérisent le statut de l'espace extra-atmosphérique. D'abord, la liberté de l'espace pour tous les États. Non-appropriation. Deuxième point, la non-appropriation de l'espace et des corps célestes. Et troisième point, l'utilisation pacifique de l'espace. Donc 3 grands principes. Non-militarisation, donc. Ah non, utilisation pacifique. Alors, quelle est la différence? Eh bien, l'utilisation pacifique n'exclut pas les utilisations militaires, dès lors que celles-ci ne sont pas agressives. On n'a pas le droit d'avoir des armes en orbite. Et des armes de destruction massive. Le seul point qui est interdit, c'est le placement en orbite autour de la Terre d'armes de destruction massive. Donc, exactement ce dont les Américains ont accusé les Russes fin février. Parce qu'ils veulent... Quand ils disent les Russes vont mettre en orbite une arme nucléaire, ça veut dire quoi? Ils ne l'ont pas dit en orbite, hein. Ils n'ont pas dit en orbite, et puis la Maison-Blanche est revenue quand même sur cette déclaration. Ils ont dit qu'ils soupçonnaient, mais... Et en fait, qu'il y ait un programme d'armes anti-satellites dans l'espace russe, certainement, il y en a toujours eu, mais les États-Unis en ont toujours eu. Enfin, beaucoup de pays font des recherches et du développement sur les armes anti-satellites. Ce qu'on suppose surtout, c'est qu'il y aurait une arme potentiellement anti-satellite, alimenté par un réacteur nucléaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à mettre une arme nucléaire dans l'espace, au-delà du fait que ça serait contraire au traité, parce que faire exploser quelque chose dans l'espace, il y a un effet boomerang, c'est-à-dire que non seulement le satellite adverse ou ennemi serait touché, mais tous les satellites, donc les satellites donc aussi de la nation qui auraient fait exploser... une arme nucléaire dans l'espace. Donc ça paraît un petit peu irrationnel de penser que les Russes vont mettre une bombe nucléaire. Mais des armes anti-satellites, il y en a. Des missiles, des lasers, des Nicolas Barotte, ça existe. Depuis le début de la conquête spatiale, il y a eu des réflexions chez les militaires pour
arsenaliser ou défendre le domaine spatial. Même les armes nucléaires, les Américains y avaient pensé pendant un temps, années 80, ils avaient renoncé pour les raisons que vous expliquez. Et donc ensuite, ils ont cherché, les militaires, des armes beaucoup plus ciblées, qui soient capables de neutraliser un satellite. Donc ça a été la recherche sur les tirs, on dit ASAT, c'est des missiles depuis la Terre pour détruire un satellite. Avec notamment un moment de réveil, c'était 2007, c'est les Chinois qui ont réalisé un tir comme celui-ci, générant beaucoup de débris. D'accord. Sur un de leurs propres satellites. Sur un satellite. Ouais. Un test, soi-disant. Tout ça. On a parlé d'armes à micro-ondes aussi dans l'espace. C'est plus tard. Aujourd'hui, on réfléchit à des armes laser ou à micro-ondes pour aveugler, c'est-à-dire neutraliser sans le détruire, un satellite. Parce que les débris, c'est un souci pour tout le monde. C'est que si on génère des débris dans l'espace, il faut pouvoir les maîtriser. C'est éternel, des débris dans l'espace ? C'est très long. C'est très long. C'est-à-dire très long. Et du coup, ça crée une vraie interdépendance dans l'espace, en fait, entre tous les pays propriétaires de... Qu'est-ce que vous voulez dire par très long ? Un débris au-delà de 1000 km peut rester des centaines d'années en orbite. En dessous, vers 400 km. Et représenter un danger pour les autres satellites. Oui. Et même un débris de 1 ou 2 cm peut causer des dommages irréversibles. Parce qu'ils sont en rotation à une grande vitesse, c'est ça ? Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu un acte de guerre commis dans l'espace ? Est-ce qu'une puissance a détruit le satellite d'une autre puissance ? Qui veut répondre ? Il y a eu des comportements peu amicaux récemment qui sont rapportés, mais aucun acte de guerre. Quand je parle de comportements peu amicaux, inamicaux, c'est des satellites qui se rapprochent d'un autre satellite de manière inhabituelle. C'était le cas d'un satellite russe contre un satellite franco-italien en 2018. Exactement, c'est ça. Donc, on a cru qu'il allait essayer de le pousser de son orbite, c'est ça ? Non, on se doute bien qu'il s'agissait là d'un satellite espion ou un satellite dit patrouilleur, mais sans trop d'éléments qui permettent de comprendre exactement ce que faisait ce satellite. C'est quoi un satellite patrouilleur ? Ça permet d'intercepter les signaux. Cyril Van Herbert. Quand on se met à proximité d'un satellite qui est géostationnaire à 38 km... on espionne le satellite. On inspecte et on espionne le satellite. Et on peut écouter aussi à la fois les signaux que lui émet et qui lui sont émis depuis la Terre. Donc il y a aussi un intérêt de... alors c'est une sorte de Far West puissance spatiale. Et c'est là où on tombe sur le juridique, c'est que ce traité de 67 ne définit pas un acte inamical dans l'espace. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas pertinent. Mais aujourd'hui, on voit bien, qu'est-ce qui définit un rapprochement inamical ? Est-ce que c'est 100 km, 40 km ? Est-ce que c'est une manœuvre, une permanence ? Il y a un flou qui est utilisé par les puissances comme la Russie ou la Chine pour justement faire de l'espionnage, comme on a vu avec le cas de Luche Olympe ou d'autres cas de figure, sans passer le seuil justement de l'agression, ou en tout cas pas à un niveau tel que les Occidentaux soient contraints de réagir. Donc on est dans le flou juridique à ce niveau-là. Et est-ce qu'il y a une doctrine de réaction ? Est-ce qu'on sait ce que provoquerait dans l'hypothèse où un satellite... Imaginons que les Américains mettent en orbite un satellite particulièrement performant et qu'une puissance qui se considère menacée par ce satellite le détruise. Est-ce que cet acte de guerre aurait des conséquences terrestres de conflit ? L'OTAN a intégré l'espace comme un autre domaine de conflictualité depuis 2021, si je ne me trompe pas, en actant du fait que un acte de guerre pouvait y être commis et déclencher une riposte alliée. Donc il y a une reconnaissance. Et ça serait une riposte spatiale ou ça serait une riposte terrestre ? Tout est bon, tout est possible. Tout est possible, mais la légitime défense, de toute façon, est reconnue, ne serait-ce que dans la charte de l'ONU de 1945. Donc elle est aussi reconnue dans l'espace. Et la stratégie spatiale de défense française, qui a été publiée en 2019, reconnaît le droit à la légitime défense dans l'espace. Le problème d'une attaque dans l'espace, ça va être aussi son attribution. Comment on va savoir avec certitude, a brouillé mon satellite, détruit mon satellite, etc. Est-ce que c'est un espace, pour utiliser le mot, transparent ? On sait tout ce qui s'y passe ou bien on peut s'y cacher ? Je dirais que les seuls qui savent vraiment tout ce qui s'y passe aujourd'hui, c'est les États-Unis. Ils savent vraiment tout. Ils ont un système de surveillance spatiale qui est le plus performant au monde. Parce que je crois avoir lu un général, peut-être le commandant du commandement espace des armées françaises au sein de l'armée de l'air, qui disait justement on peut se cacher dans l'espace. Bien sûr. Qui peut se cacher dans l'espace ? Après, quand il y a des milliers de satellites en orbite, il faut avoir un catalogue
pour connaître les orbites et savoir les repérer, identifier. Et tous les satellites ne sont pas forcément tous déclarés. Hein. Alors les satellites, justement, à usage militaire, ils ne sont pas déclarés dans les catalogues publics. Oui. Donc, il y a quelques milliers d'objets qui sont là de manière incognito. Parce que connaître l'orbite, c'est aussi connaître l'heure de passage au-dessus d'un certain endroit. Mm-hmm. Donc c'est un paramètre crucial pour qualifier à la fois celui qui l'utilise, savoir à quel moment je vais pouvoir être capable d'observer ma cible. Et pareil pour une cible, pour un pays qui cherche à se défendre, si on sait que le satellite passe au-dessus à 14 heures, eh ben on camoufle à 14 heures la passe. Mm-hmm. Donc toutes ces connaissances des orbites, c'est vraiment une information qui est cruciale. Et c'est vrai que l'Europe a essayé de rattraper son retard. Là, notamment, ça a commencé avec la France, mais l'Allemagne aussi, doter des moyens radars, des moyens de télescopes au sol pour identifier les satellites, les relier à un lancement précis, savoir à quel moment ça a été lancé, donc savoir qui l'a lancé. Est-ce qu'il est chinois, russe, américain? Et tout ça, c'est un effort qui a été lancé un peu tardivement par les pays européens, qui se sont rendus compte en fait, du retard qu'ils avaient pour comprendre. En fait. Est-ce que vous diriez que c'est un espace dangereux, Florence Gaillard-Zborowski? Je ne crois pas que ce soit un espace dangereux. Effectivement, c'est un espace où il y a des questions qui se posent, avec deux grandes catégories, je dirais, de risques, qui sont à la fois l'évolution de l'environnement spatial, dont on a parlé, la densification, les aspects pollution, etc. Et puis, plus en matière de menaces, ces recherches qui ont lieu sur les armes spatiales, mais aussi toutes ces technologies nouvelles qui sont développées, qui peuvent être à double usage. On n'en a pas encore parlé, mais au-delà des satellites, il y a des projets aujourd'hui d'exploitation des ressources minières, oui. De véhicules de service en orbite, etc., etc. Toutes ces technologies, elles sont à double usage. C'est-à-dire que si vous avez un véhicule de service en orbite qui est capable de s'arrimer à un satellite pour le ravitailler, pour faire de la maintenance, etc., ça veut dire aussi qu'il peut être utilisé pour détruire un satellite. Mm-hmm. Donc on a toute une évolution actuelle des usages qui pose question et qui appelle effectivement à ce qu'il y ait une normativité qui puisse se mettre en place, puisque la normativité issue notamment du traité de 67, n'a pas pris en compte, et elle ne pouvait pas à ce moment-là, mais ne prend pas en compte cette évolution des usages. Le spécialiste de la normativité, c'est vous. Est-ce que le droit suit ou il est dépassé? Alors, le droit suit quand même, parce que l'ONU continue son travail normatif, mais par des textes qui proposent des directives techniques. Par exemple, on a un cadre onusien sur la prévention des débris spatiaux, qui peut aussi être utilisé pour prévenir les explosions volontaires, par exemple, dans l'espace. On a également un guide sur les utilisations durables de l'espace qui a été adopté par l'ONU. Et puis, il ne faut pas oublier une autre organisation internationale, qui est l'Union internationale des télécommunications, qui contrôle les utilisations des fréquences et des orbites associées qui sont utilisées par les satellites. Donc, il y a aussi, du point de vue du droit international des télécommunications, un cadre qui est bien développé pour éviter les brouillages, notamment les brouillages préjudiciables. Mais alors, par exemple, certains pays évoquent la possibilité d'exploiter des ressources sur la Lune. Ouais. C'est codifié, ça, ou c'est le premier arrivé qui a raison? C'est comme le pôle Nord? Le problème du droit international de la Lune, c'est que le régime posé par l'ONU, par un traité spécial de 1979, n'est pas reconnu par les puissances spatiales. Parce que l'ONU, à l'époque, portée par les pays en développement, a reconnu que la Lune et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité. Nous sommes donc tous propriétaires de la Lune et de ses ressources. Je me souviens qu'à une époque, il y avait un petit malin qui vendait des parcelles de Lune. Oui. En fait, il vendait du rêve, parce qu'il ne pouvait pas vendre réellement le terrain. Sauf que les États-Unis, les autres puissances spatiales, n'ont pas ratifié ce traité. Donc aujourd'hui, certes, le principe de non-appropriation de l'espace s'applique à la Lune, mais les États-Unis et les pays qui entendent exploiter ces ressources considèrent que le principe de non-appropriation ne concerne pas les ressources. Et que exploiter les ressources de la Lune, ce n'est pas s'approprier une partie de la Lune. Si les uns commencent, les autres vont se ruer à leur suite, n'est-ce pas, Cyril Van Lerberghe? Alors pour le moment, il y a les ressources lunaires, elles sont quand même très potentielles. Oui. Parce que c'est quand même un astre désertique. Mais il y a peut-être du lithium. Et là... il y en a encore beaucoup sur Terre, du lithium. Non, mais on a identifié une ressource qui n'existe pas sur Terre, c'est l'hélium-3. Oui. L'hélium-3, c'est un carburant génial pour alimenter les futurs réacteurs à fusion thermonucléaire,
qui sont encore en développement. On peut faire de la Lune notre plateforme de lancement des fusées. Potentiellement, une fois qu'on aura des réacteurs comme de fusion, c'est les projets ITER par exemple, avec un carburant comme l'hélium-3, on aura une source infinie d'électricité sur Terre. Sans déchets, enfin, ce serait exceptionnel. Donc la Lune, à ce moment-là, deviendrait un enjeu. Et la question ne va pas se poser avant quelques dizaines d'années, parce qu'on n'a pour le moment pas de réacteur de fusion opérationnel. Et si la Lune devient un enjeu, Mars deviendra un enjeu plus tard. Juste pour compléter, le jour aussi où ça coûtera moins cher de ramener sur Terre ce qu'on exploite là-bas. Parce qu'aujourd'hui, tous les projets d'exploitation des ressources spatiales, c'est pas pour des enjeux terrestres, puisque ça coûterait bien trop cher de les ramener sur Terre. C'est pour de l'exploration lointaine, c'est pour de la fabrication éventuellement dans de l'espace, mais il y a parfois des annonces qui laissent perplexe. Il y a quelques jours, RIA Novosti, l'agence russe, a annoncé un projet russo-chinois d'installation d'une centrale nucléaire sur la Lune. Vous avez entendu parler de ça ? Alors très honnêtement, je ne l'ai pas vu. Ça faisait une ligne et demie, mais ça fait du sens d'installer une centrale nucléaire sur la Lune ? Ça fait du sens à partir du moment où on a une base permanente. Oui, alors là, on est quand même encore dans la science-fiction parce qu'il y a une course entre la Chine et les États-Unis pour revenir sur la Lune. Donc plus de 50 ans après Apollo, la Chine a un programme qui est lancé depuis 15 ans et qui avance pas à pas, sans beaucoup de bruit, mais de manière très efficace. Et ils ont déjà maîtrisé le système de descente, ils ont posé plusieurs satellites, ils ont des rovers sur la Lune, ils sont allés sur la face cachée. Ils ont lancé récemment un satellite qui va faire des télécommunications, donc un relais autour de la Lune. Donc ils se préparent, ils ont des astronautes qui ont leur propre station spatiale. Mais on n'a pas découvert un intérêt tout soudain énorme sur la Lune, présent sur la Lune. J'ai discuté avec pas mal de personnes et honnêtement, j'ai pas eu d'explication qui me convainque sur l'intérêt aujourd'hui d'y aller sur la Lune. Alors peut-être que je n'ai pas compris, vous avez peut-être une idée, mais... Il y a un enjeu d'influence, il y a aussi une puissance symbolique, il y a une trentaine de missions... Il faut le dire, l'espace c'est très symbolique. C'est très symbolique, ça valorise beaucoup les nations qui réussissent. Un démonstrateur de haute technologie. Par exemple, l'Inde met beaucoup de fierté dans son programme spatial, n'est-ce pas ? Mais pas que l'Inde, d'ailleurs. Vous prenez le cas des Émirats Arabes Unis, quand ils ont la réussite d'un lancement, que ce soit leur sonde sur Mars ou des choses comme ça, ils l'utilisent vraiment comme outil de reconnaissance sur la scène internationale, mais aussi de reconnaissance régionale, et en direction, ils font toujours des annonces en direction du peuple arabo-musulman qui va retrouver sa splendeur en matière de science, Donc l'espace a cette particularité d'être éminemment symbolique. Et dans les 30 missions lunaires qui sont prévues sur les 10 prochaines années, vous avez des pays comme Singapour, la Turquie, mais effectivement des pays comme Singapour. Donc il faut toujours garder à l'esprit que l'espace a ce pouvoir-là. Après, la Lune, c'est aussi un formidable banc d'essai. C'est pas trop loin, c'est pas trop proche, c'est un formidable banc d'essai pour aller tester des technologies, développer ces technologies, et ça représente un intérêt. Au-delà de la compétition et des rivalités... Et aussi, on revient sur la géopolitique. C'est qu'on voit bien l'alliance russo-chinoise, mais aussi, il y a un peu plus d'un an, la Russie et l'Iran ont coopéré sur un lancement d'un satellite qui probablement fait de l'espionnage au-dessus de l'Ukraine. Donc on voit bien la recomposition aussi. La logique des blocs qui prévaut sur Terre se projette un peu quand même dans l'espace. Se projette pour céder dans cette technologie qui fera la différence dans peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais il y a une volonté chinoise, russe, iranienne, nord-coréenne de partager autant que possible un petit peu des technologies pour mettre en compétition pour défier l'Occident. Donc il y a aussi une rivalité qui s'écrit à ce niveau-là. Parce que seul quand même, à part les États-Unis, personne ne peut avoir un programme ambitieux de stations spatiales ou de bases lunaires. Mais les stations spatiales ont donné lieu à des coopérations internationales, y compris entre des pays qui étaient plutôt en froid sur le plancher des vaches. N'est-ce pas ? Oui, avec la Station spatiale internationale et la Russie, qui a été intégrée au programme porté par les États-Unis. Oui. Mais là, avec la guerre en Ukraine, on est revenu à l'ère glaciaire ? Pas du tout, en fait. Il y a toujours des astronautes russes et américains qui cohabitent dans la station. Donc, en fait, cet accord international résiste, en fait, à toutes les crises sur Terre. Ce qui est assez étonnant parce que... On explique comment ça, Nicolas Barotte ? On a un problème sur les lanceurs quand même, parce que les Français
utilisait beaucoup Soyouz pour lancer des satellites. Là, c'est plus possible, et donc ça retarde certains lancements. Donc il y a un effet. Dans la station orbitale, effectivement, là, les gens cohabitent, c'est compliqué de débrancher. Mais sur les lanceurs, sur le lancement, sur l'accès à l'espace, là, il y a un enjeu, une réalité. Alors, l'Europe est-elle une grande puissance spatiale ? C'est une puissance Philippe, historique, d'abord grâce à des pays individuels comme la France et le Royaume-Uni. Ensuite, avec la création de l'Agence spatiale européenne en 1975, le siège est à Paris. Et aujourd'hui, l'Union européenne a compris que pour être une grande puissance, il faut aussi être une puissance spatiale. Donc l'Union européenne a défini un programme spatial, a même créé une agence pour son programme spatial. Nous avons donc en Europe plusieurs acteurs qui jouent dans la cour des grands, y compris des industriels. Et qui se mettent en ordre de marche. Voilà. Après, il y a quand même des tensions. Enfin, sur le plan de l'Europe, il y a toujours cette tension entre les États membres qui ont leurs propres programmes spatiaux, comme la France ou l'Allemagne, ou l'Agence spatiale européenne, qui comprend des pays membres de l'Union européenne, mais aussi le Canada, et puis l'Union européenne. Et c'est vrai que le spatial en Europe est pris en tension, je dirais, entre ces trois piliers. Et en Europe, est-ce qu'on a des acteurs privés ? Oui, quand même. Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, Ariane Group, les Italiens Avio. Mais c'est comparable avec les Musk et les Bezos américains ? Non, on s'est pris une claque incroyable, parce qu'on n'y croyait pas. Parce que quand vous parliez avec, au départ, les responsables d'Ariane Group, mais franchement, ils se moquaient quand Elon Musk disait « on va faire nous du réutilisable, on va faire des lanceurs low cost », on n'y croyait pas. Et on s'est réveillé de manière brutale. On a terminé le programme Ariane 5 parce qu'il coûtait trop cher. En lançant Ariane 6, on n'était même pas prêt. Et aujourd'hui, on n'a pas de lanceur. Donc là, on s'est vraiment trompé sur Elon Musk et le New Space. Et c'est le secteur privé américain qui nous a doublé. Oui, mais il a doublé tout le monde. Hein. Cyril Van Der SpaceX a quelque part aussi humilié la NASA, qui est incapable de... Pardon, mais on n'a pas encore vu de fusée revenir et repartir, si ? Si. Avec des astronautes à bord ? Non. Avec des astronautes. Il y avait la navette. Il y avait la navette, oui. Mais la navette, c'est intéressant parce que quand on parle de moyens spatiaux et de géopolitique, la navette a été un échec technique. Trop coûteux, trop dangereux, donc 2 accidents en quelques 100 missions. Et en revanche... Mais je vous entends dire souvent dans nos conférences de rédaction que SpaceX est un succès technique. Oui. Alors que pour l'instant, il n'a pas encore fait ce que la navette avait fait. Alors si, il est en train de dépasser ce qu'avait fait la navette. Vraiment. Mais la navette a eu un rôle dans l'effondrement de l'URSS, quelque part. C'était, en fait, dans cette course à l'espace, l'URSS s'est dit on ne peut pas rester sans navette. Ils ont fait leur propre programme, un programme de navette qui s'appelait Buran, avec une fusée Energia, qui était la plus grosse fusée jamais construite. Un programme qui a coûté des milliards à l'URSS. C'était quelles années ? 90 ? Les années 80. Années 80. Et ils ont construit des pas de tir, mais monstrueux, au Kazakhstan, à Baïkonour, pour poursuivre les Américains dans cette course à l'espace. Et ils se sont ruinés. Et ça a fait participer à la ruine de l'URSS. Enfin, c'était un programme qui était trop coûteux, au-delà de leurs moyens, alors que la navette était un échec pour les États-Unis. Ça n'a pas du tout rempli les objectifs qui a été définis au départ. D'accord. Mais comment un groupe privé comme SpaceX, avec l'investissement que supposent les lanceurs réutilisables, etc., comment y arrive-t-il ? Alors c'est là où je voulais revenir quand même sur ce qu'on appelle le secteur privé aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même énormément d'investissements gouvernementaux dans ces entreprises. SpaceX a reçu plus de 100 milliards de la part de la NASA. D'accord. La NASA sous-traite à SpaceX. C'est pas de la sous-traitance, c'est du financement pour un programme de développement, c'est du soutien, c'est des contrats. Est-ce que, du coup, la NASA et le gouvernement américain ont leur mot à dire sur ce que fait M. Musk ? En partie. Ou est-ce qu'il arrive et il dit « moi j'ai ce projet fou, je vais le faire, donnez-moi des sous ». En fait, il se retrouve un peu prisonnier du succès de SpaceX. Enfin, c'est une situation qui est assez intéressante. En fait, il y a plusieurs officiels américains qui l'ont pas dit publiquement, mais qui s'inquiètent du poids disproportionné de SpaceX et d'Elon Musk dans la posture géopolitique américaine. C'est-à-dire parce qu'ils ont les lanceurs, ils ont Falcon 9 qui est demi-réutilisable, ils ont Starlink, donc une constellation de télécommunications avec des capacités inouïes. Sans laquelle les Ukrainiens ne pourraient pas utiliser leurs drones, par exemple. Exactement. Et il y a aujourd'hui un débat intéressant parce que M. Musk est accusé d'être de plus en plus pro-russe, de laisser les Russes utiliser ces satellites Starlink et donc d'affaiblir l'Ukraine. Et ça, apparemment, c'est sa décision.
C'est comme quand il supprime un compte Twitter, quoi. Il fait ce qu'il veut avec ce robinet de connexion satellite. C'est quand même stupéfiant. C'est un acteur privé. Alors, je pense qu'il y a quand même des discussions. Mais il y a des discussions à très haut niveau, oui. À très haut niveau, et je pense pas. Enfin, je pense qu'il est quand même. Mais juridiquement, on est dans le flou là. D'abord, il y a une autorisation. Tous les acteurs privés dans l'espace sont autorisés par les gouvernements. Donc, Elon Musk a une licence américaine. Et la licence clarifie les règles applicables à Elon Musk. Le problème, c'est que Elon Musk est devenu trop puissant. Alors bien sûr, on pourrait suspendre la licence, mais les Américains ne vont pas se tirer une balle dans le pied, si vous voulez, ils ne vont pas détruire... Et puis cette licence le limite en quoi ? Alors s'il y a des règles maintenant... Il peut faire partir sa fusée d'Inde s'il passe un accord avec les Indiens, non ? C'est une société américaine, donc les États-Unis sont quand même responsables du point de vue international. Et puis les réglementations d'export. Voilà, donc il ne pourra pas transférer la technologie spatiale, qui est une technologie militaire, des États-Unis... Mais dans les faits, est-ce que le gouvernement américain lui dit « vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça » ou bien est-ce que... La licence est accompagnée de règles, d'une réglementation technique. Par exemple, il y a maintenant aux États-Unis un cadre très strict pour prévenir les débris spatiaux. Et donc Elon Musk est obligé de respecter ce cadre-là. Par ailleurs, il y a aux États-Unis tout un mouvement anti-Musk et anti-Starlink, avec des associations militantes, protectrices de l'environnement. Et on voit bien que Elon Musk est attaqué, donc il est obligé aussi de lui-même prendre des mesures pour protéger l'espace. Donc il y a aussi l'opinion publique qui se retourne un peu contre ce génie. Qu'un acteur privé s'amuse à militariser toute ou partie de son propre système spatial, c'est inimaginable. Ça relève du prochain James Bond. Au moment, Elon Musk, il est surtout au service de la défense américaine. Ouais. Un de ses gros clients, c'est quand même le département de la défense. Oui, mais on voit qu'il fait ce qu'il veut en Ukraine, quand même. Oui, mais ils ont passé un contrat d'1,8 milliard pour développer une nouvelle constellation de satellites d'observation. Donc, il s'appelle Starshield. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais on sait que c'est la même idée, des satellites en orbite très basse, donc avec une couverture globale, plusieurs satellites pour pouvoir repasser au même endroit. Donc avant, la logique qui était avant SpaceX, c'était d'avoir des gros satellites. Des gros satellites très coûteux, donc souvent géostationnaires, très lointains, avec une énorme capacité, qui a une durée de vie de 15 ans. Et là, SpaceX, il arrive et dit non, la logique, c'est d'être plus proche de la Terre, des satellites avec des durées moins chères, durée de vie plus courte, mais beaucoup plus nombreux, et donc une capacité de surveillance et de communication. Mais les scientifiques qui travaillent pour Elon Musk, ils viennent d'où ? Ils viennent tous de la NASA ? Non, il y a des ingénieurs du monde entier. Parce qu'ils ont quand même inventé des choses que la NASA n'avait pas mises en place. En fait, il y a une chose incroyable, c'est qu'il y a chez SpaceX une culture du risque. En fait, on était dans nos nations occidentales, les organisations d'État sont des passeurs de contrats. Quand vous passez un contrat avec un industriel, ce que vous détestez, c'est le risque. Donc vous lui dites, je vous passe un contrat, vous allez me vendre ça va coûter très cher, mais ça va fonctionner. Elon Musk, il a une logique tout à fait différente. Il dit, je suis prêt à prendre des risques, donc je fais des prototypes, de temps en temps ça ne marche pas, de temps en temps ça explose. C'est pour ça qu'on dit ça explose, mais c'est un succès. Oui. Quelque part, ça fait partie. J'ai toujours pas compris comment. Ça fait partie de sa logique de développement. Il repousse les limites de tout ce qui est possible en prenant des risques que les autres industriels et les autres passeurs d'ordre étatiques ne sont pas prêts à prendre. Oui. Donc en fait, il a par son état d'esprit, il est clairement, on peut dire, il est fou, ce qu'on veut, mais il a une mentalité. Il veut pousser les choses. Il n'accepte pas le statu quo, qu'il soit technique ou politique ou que je ne sais. Donc cette logique-là, il la pousse dans son entreprise avec des cerveaux assez brillants, mais qui ne sont pas plus brillants que les autres. Et c'est juste, il leur impose un cadre qui leur dit ne considérez pas ça comme impossible, il n'y a pas de limite. Est-ce que c'est la vraie révolution de l'espace, Florence Gaillard-Zborowski ? Est-ce que ça change vraiment la donne, cette irruption d'acteurs privés ? Oui, ça change vraiment la donne. On n'est vraiment plus du tout dans le même écosystème. Quand vous avez commencé à vous intéresser au domaine spatial, ils étaient absents. Ils étaient absents. Ou à l'émergence. Ils étaient à l'émergence, puisque Elon Musk... Donc vous avez vu cette évolution de cette entreprise, mais effectivement, j'ai vu cette évolution où on abordait finalement les politiques spatiales nationales de manière très classique, avec les investissements gouvernementaux, les grandes agences spatiales, etc. Et effectivement, on
on a tendance à penser qu'il y a un surgissement d'acteurs privés, mais si on remet un peu dans un contexte historique, ça a été préparé aux États-Unis. C'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Dès 1984. Il faut rappeler que c'est quand même la loi signée par Obama en 2015 qui donne le feu vert légal. Ça, c'est pour la Lune. Ça, c'est pour l'exploitation des ressources spatiales. Mais dès 1984, Ronald Reagan passe une directive de politique nationale qui permet de faire émerger un écosystème d'innovation, je dirais, en matière de lancement. C'est-à-dire que le partenariat public-privé aux États-Unis, où cette coopération entre secteur public et secteur privé, elle date déjà du milieu des années 80. Et quand, à l'orée des années 2000 et surtout à partir de 2010, on voit ce surgissement d'acteurs privés, ça repose sur toute cette préparation depuis plus d'une vingtaine d'années. Et c'est là où nous, quelque part en Europe, on n'a pas eu du tout cette même vision. Mais précisément, oui, en Europe, on a quand même eu aussi des acteurs privés qui ont joué un rôle fondamental dans le domaine de l'imagerie spatiale, Spotimage, qui était leader du marché. Mais plus en termes de services et d'applications. Oui. Et puis Ariane Espace, quand même, qui était numéro 1 sur les lancements commerciaux. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe court le risque d'être vraiment distancée si elle ne met pas en place des partenariats publics-privés à l'image de ceux des États-Unis ? Clairement. Mais il ne faut pas oublier qu'en Europe aussi, on a un new space avec l'émergence de start-up quand même, et qui sont assez intéressantes, assez dynamiques. Et ces start-up... Le new space, c'est grosso modo le privé, quoi. C'est c'est plutôt l'innovation managériale dans le domaine spatial. C'est l'émergence d'un mode de développement de l'industrie spatiale qui est issue du milieu numérique. En fait, c'est la Silicon Valley qui est arrivée dans l'espace. On va penser différemment. On va penser différemment. Le secteur spatial. Voilà. Il y a déjà des partenariats, effectivement, qui sont nous, au niveau militaire, en Europe. Je pense à une start-up qui a été lancée par l'ancien commandant de l'espace pour faire de la surveillance spatiale, justement les petits objets qu'on ne voyait pas. Il dit, moi, je sais comment faire, etc. Une autre technologie, c'est... L'ancien commandant de l'espace français. Français. Une autre technologie, pour une boîte qui s'appelle Unseen Lab, qui a des petits satellites en orbite, qui font de la surveillance de bateaux, même ceux qui n'ont pas branché leur AIS pour détecter par radar. Et ça permet de surveiller la pêche illégale, et les militaires l'utilisent. Ça permet de surveiller les bâtiments. Donc on voit bien que tout ce système, cet écosystème avec du privé, est déjà en train de se mettre en œuvre parce que les militaires en France et en Europe n'ont pas forcément toutes les technologies, tous les accès, et vont passer des partenariats, demander du soutien et de technologie à des startups qui sont innovantes et qui pourront aussi après avoir des marchés commerciaux pour leur technologie. Je reste avec vous. Les armées, l'armée américaine en 2019, l'armée française, même époque, ou 2020, ont créé des commandements de l'espace. On fait quoi au commandement de l'espace ? C'est la prise en compte de l'importance du spatial dans les opérations. Donc ça peut être, comme on l'a dit, les communications, le renseignement et la protection des intérêts. Sans spatial, une armée est aveugle au sol aujourd'hui ? Et elle est aveugle. D'ailleurs, on voit bien en Ukraine, on en parle assez peu, mais le spatial a une importance capitale. C'est que le début de la guerre, c'est une attaque contre les stations au sol du réseau Kassat. Satellitaire de communication pour priver les Ukrainiens de communication et les militaires ukrainiens. On voit bien que le renseignement qui est fourni par les Occidentaux à l'Ukraine, c'est en partie du renseignement spatial, parce que les Américains, grâce à leurs satellites, peuvent fournir des images très précises. Quand ils disaient avant la guerre que les Russes avaient massé 200 000 hommes à 100 km de la frontière, c'est grâce à la surveillance. C'était de l'imagerie spatiale. Donc tout ça est devenu indispensable pour toutes les opérations. Et les Français s'en sont rendus compte au moment de la première guerre du Golfe, parce qu'ils n'avaient aucun renseignement. Les Américains fournissaient tout. Ils se sont dit, là, on est totalement dépourvus. Donc depuis, ils ont essayé, modestement quand même, de rattraper un retard avec des satellites optiques, électromagnétiques. Et maintenant, la nouvelle frontière, c'est de pouvoir agir dans l'espace. Parce qu'on voit bien que l'horizon pour les puissances militaires, c'est de pouvoir détruire un satellite, de pouvoir le désorbiter avec des manœuvres de rapprochement. Et si les Chinois et les Russes peuvent faire ça, il faut s'en protéger. Toutes les grandes armées ont des commandements spatiaux ? Les Américains, les Russes, les Chinois, les Français, les Britanniques aussi sont de... Et on a des stratégies militaires pour l'espace ?
C'est ça, c'est des stratégies, c'est de surveillance, de connaissance et d'intervention dans l'espace. C'est le projet en France, c'est le programme ARES, ça s'appelle comme ça, qui repose sur... Il y a eu un exercice à Toulouse, là, la mi-mars. Il y a 15 jours, il y a eu un exercice qui s'appelle Astérix, pas en référence à la bande dessinée, mais à un premier satellite. Aster, grand voilà, X. Un premier satellite qui va être envoyé dans l'espace et qui simule toute une série d'événements et comment est-ce que les armées peuvent réagir s'il y a un rapprochement de l'espionnage. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on coupe le satellite? Est-ce qu'on le fait manœuvrer dans l'espace pour l'éloigner de celui qui veut l'espionner? Ce qui pose d'autres problèmes de carburant, parce que les satellites ont des réserves limitées dans l'espace et il faut pouvoir après les faire manœuvrer. Donc les armées s'entraînent effectivement à pouvoir opérer, agir et soutenir leurs propres opérations dans l'espace. Un des grands problèmes dans l'espace, c'est la régulation du trafic. Expliquez-nous un peu l'enjeu. De quoi parle-t-on? On parle en fait de la capacité d'atteindre l'espace, d'y développer des activités, de revenir depuis l'espace sans risque de collision avec un débris ou avec un autre objet spatial, ou sans risque d'interférence, c'est-à-dire de brouillage. On sait combien il y a d'objets spatiaux, enfin le risque de collision, on en parle tout le temps, mais est-ce qu'il est évalué? Alors, on a des études qui maintenant arrivent à anticiper certaines collisions, mais concrètement, on a eu une collision vraiment documentée entre un satellite actif et un débris spatial, un satellite inactif. Celle-ci est bien connue, bien documentée, et puis régulièrement, on sait que les objets spatiaux en orbite sont manœuvrés pour éviter des collisions avec des débris spatiaux ou d'autres satellites. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que quand vous allez avoir deux satellites qui se trouvent à proximité avec un risque de collision, lequel doit manœuvrer ? Sachant qu'une telle manœuvre coûte cher en carburant, et ce qui va réduire la durée de vie du satellite. Alors justement, sur ces plans-là, est-ce qu'il y a moyen d'éviter, de coordonner ce qui doit l'être? Ça existe? Les circuits existent, les institutions? Il y a des circuits de communication entre les opérateurs. Oui. C'est-à-dire qu'à défaut de règles de circulation en orbite, comme l'a dit monsieur, en fait, il y a les opérateurs communiquent entre eux. Et ça, ils se sont rendus compte, notamment avec la densification du trafic en orbite basse, les 5000 satellites de Starlink entre 400 et 500 km d'altitude, c'est des plans qui se croisent et donc ça fait un trafic incroyable. Et pour les autres acteurs, il y a un besoin indispensable de se dire j'ai repéré tel risque de collision à l'avance, parce qu'on connaît les orbites. Mais ça se produit à quelle fréquence? Est-ce que c'est une fois de temps en temps, ou est-ce que c'est une surveillance nécessaire, permanente? L'Agence spatiale européenne gère une vingtaine de satellites, donc c'est vraiment pas grand-chose. Oui. Ils ont eu, je crois, c'était en 2022, une centaine d'alertes, donc alertes de collision potentielle. Ils analysent à chaque fois ce qui se passe. Ils s'aperçoivent que les orbites sont pas... Donc ça demande une surveillance constante, en fait. Surveillance constante et regardez risque de collision par collision, quelles sont celles qui sont réelles ou pas. Oui. Et il y a eu une vingtaine de manœuvres d'évitement. On change l'orbite pour se monter ou descendre un petit peu. Florence Gaillard-Zborowski, est-ce qu'en fait on peut parler de pollution dans l'espace? Oui, on peut parler de pollution spatiale, tout à fait, parce qu'on parle des satellites, des débris, etc. Il y a aussi, quand il y a un lanceur qui part, il y a aussi plein de débris qui sont générés. Les collisions dont on parlait, mais les tirs, les tests anti-satellites qui ont eu lieu, le test chinois de 2007, mais qui a été suivi d'un test américain, puis d'un test russe, puis d'un test indien, crée aussi des débris. Donc oui, il y a un réel problème de débris. Il y a beaucoup de Est-ce qu'on sociétés peut envoyer qui des travaillent... nettoyeurs? Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Il y a beaucoup de start-up, notamment, qui se montent, mais aussi de groupes pour aller nettoyer l'espace, qui travaillent sur comment on va pouvoir aller chercher ces débris, récupérer ces débris. Voilà, mais c'est des technologies qui sont en cours de développement. Pour l'instant, ça n'existe pas. Avec des niveaux de maturité qui sont pas encore... On fait pas le ménage dans l'espace du tout. On commence à maîtriser les techniques pour attraper d'autres objets en orbite, ce qui n'est pas facile. Mais la question principale, c'est qui va payer? C'est ça. Il n'y a pas d'organisation internationale. Alors justement, c'était mon dernier point, puisqu'on arrive presque au terme de cette émission. Est-ce qu'il faut une diplomatie spatiale? Est-ce qu'il faut la créer? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il faut la développer?
Est-ce que c'est quelque chose qui servirait à quelque Alors je dirais que la diplomatie spatiale, elle existe déjà de fait et depuis... Enfin, il n'y a pas de département de l'espace dans les ministères des Affaires étrangères, autant que je sache, si? Non, pas encore. Non, pas encore, alors, effectivement. Mais contrairement aux états-majors. Il n'y a surtout pas d'organisation internationale qui vient chapeauter tout ce qui pourrait être gouvernance. Il faut en créer une, selon vous? Ça pourrait être intéressant, oui. Après, les luttes d'influence entre les grandes puissances rendent ce projet extrêmement... Philippe C'est vrai qu'à la différence du droit de la mer et du droit aérien, où nous avons des organisations internationales dédiées, nous n'avons pas d'organisation internationale dédiée à l'espace. Est-ce qu'il n'est pas urgent d'en mettre une sur pied ? Justement, si l'on prend en compte la nécessité de coopérer dans le domaine de la gestion du trafic spatial, on va se retrouver sur des logiques assez proches de celles qui ont conduit au développement des organisations internationales maritimes et aériennes. Donc on peut espérer que, comme l'espace est un bien commun, oui. Eh bien, on arrive à créer... Mais l'humeur diplomatique générale n'est pas tellement à la concertation et à la conciliation. Non, mais on ne sait jamais, parce que vraiment, il y a ce risque, il y a ce besoin de coopérer nouveau autour de ce trafic. Il y a un intérêt commun. Il y a un intérêt commun. Peut-être que le privé va pousser à cela, non? Mais le problème de cet intérêt commun, c'est qu'il est quand même pris en tension entre les souverainetés nationales et l'interdépendance de fait dans l'espace. Oui. Donc c'est compliqué d'ériger quelque chose collectivement quand il y a un aspect national fort. Certains pensent qu'il faudrait réécrire ou faire un prolongement au traité de 1967. Alors, vous savez, il est très beau ce traité, d'abord parce qu'il pose des principes très ambitieux et, je dirais, très humanistes. Oui. Et puis, il est suffisamment flexible quand même pour s'adapter aux situations actuelles. Donc, quitter le traité, ça serait un risque parce qu'on risquerait d'avoir un document beaucoup moins intéressant, beaucoup moins contraignant. Donc effectivement, on pourrait le compléter. D'ailleurs, on le complète par des réglementations techniques. On n'a pas besoin de signer de nouveaux traités. On adopte des normes techniques qui permettent de lutter contre certains problèmes. Alors, il nous reste 30 secondes. Est-ce que la guerre spatiale est imminente ou pas? Oui ou non? Oui, elle est imminente, oui, bien sûr. Oui, elle est imminente, vous? Est-ce qu'elle n'a pas déjà eu lieu Est-ce qu'elle n'a pas déjà eu lieu? Elle a déjà eu lieu. Le mot de la fin. Ça dépend de ce qu'on appelle guerre spatiale. Ouais, bon. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir considérablement élargi nos horizons ce soir. Retrouvez-nous tous les mardis soirs à 22h30 sur le Figaro TV et à tout moment en replay sur les applications du Figaro. Je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.